Alors, C'est on parfait. commence au début. Comment tout cela arrive? Il faut imaginer les choses par rapport à l'heure. Mais au Moyen-Âge, on imaginait les journées en 2 fois 12 heures. Donc il y avait 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Que la machine, l'horloge sonne l'heure toutes les heures, ils avaient créé des systèmes, des sortes de programmation avec des anneaux en métal avec des boules dessus qui tournaient en même temps que l'horloge. Et quand l'heure passait, l'anneau activait le tintement de la cloche. Alors la boîte à musique, c'est la digne descendante de systèmes de programmation qui vont apparaître à la suite des trouvailles des moines. C'est les programmations des carillons des églises et des bâtiments publics. Pourquoi? Le carillon rythme la journée médiévale et Renaissance. Et pour rythmer cette journée, il doit sonner toutes les heures, toutes les demi-heures et tous les quarts d'heure. Alors cette programmation va se faire sur des cylindres métalliques sur lesquels on va rajouter de la matière. Et quand ce cylindre tourne, s'il y a de la matière, ça va activer le tintement d'une des cloches. S'il n'y a pas de matière, ça ne va pas l'activer. C'est le même principe que la boîte à musique avec les petites languettes qui sont activées par les petites boules qui sont dessus. Donc comment on va faire pour avoir une musique qu'on pourrait dire infinie, en tout cas la plus longue possible? On va inverser la chose. On ne va plus mettre de la matière, on va en enlever. Comment enlever de la matière? Eh bien, on va utiliser le système de la carte perforée qui va être inventé. Celle-ci, c'est la carte d'un orgue de Barbarie. Donc, c'est l'effet tout à fait inverse. Ça veut dire qu'à ce moment-là, avant, sur la boîte à musique, on était en 1, si vous voulez, quand il y avait de la matière, et en 0 quand il n'y en avait pas. Et la carte perforée, c'est l'inverse. On est en 1 quand il n'y a pas de matière. Ça veut dire que l'air va passer et faire activer les tuyaux de l'orgue de Barbarie. Et s'il y a de la matière, on est en 0, donc il n'y a pas de bruit. Donc, ce sont des machines programmées. Donc on va mettre un programme dedans, un seul, on va changer les cartes selon l'air que l'on veut jouer. Donc on va s'inspirer de ces cartes perforées pour les introduire dans le milieu de l'industrie et de la production. Un Français, Joseph-Marie Jacquard, qui était donc un tisserand, enfin un ingénieur de la fin du XVIIIe, du début du XIXe siècle, donc on est en pleine période de boom industriel, il va créer le premier métier à tisser mécanique programmable avec une bande perforée. Cette bande, on la voit ici. Voilà, nous avons la bande perforée. La machine va lire le programme et elle-même placer les fils aux bons endroits. Alors, Monsieur Hollerith est un Autrichien d'origine, expatrié aux États-Unis comme beaucoup à la fin du XIXe siècle. Tous les 10 ans, il y a une grande enquête qui est faite dans les villes, bourgs, villages et hameaux, où les enquêteurs de la statistique vont chercher l'information auprès des citoyens américains. Alors comment ça se passe? Au début, ils prennent une feuille, ils vont à la rencontre des gens et ils leur posent des questions. Votre nom, votre prénom, votre âge, votre sexe, votre religion, votre ethnie, votre origine. Vous voyez, c'est toutes des questions liées à la statistique de population. Le problème, c'est qu'à la fin du 19e, on est face à la limite du traitement papier des données. On se rend compte qu'il faudra plus de 10 ans pour traiter la donnée, alors que la loi dit qu'il faut qu'il y ait un programme de statistiques tous les 10 ans. Que faire? L'État lance un grand programme pour mécaniser le travail. Et M. Hollerith présente sa machine. Elle fonctionne très simplement. Elle fonctionne à l'électricité. C'est très important. C'est une machine électromécanique et pas juste mécanique. Elle fonctionne sur le système de la carte perforée. Et les enquêtes se font toujours à la main dans les bourgs, villages et hameaux, sur papier. Mais quand on revient au bureau, il y a des personnes qui vont traiter les données sur cette machine. La poinçonneuse. Sur la partie supérieure, on voit une structure en métal rectangulaire dans laquelle on va glisser la carte personnelle, une carte par personne, pour ainsi créer l'information. Dans la partie basse, il y a une zone blanchâtre qui est remplie de petits trous qui permet de mettre le modèle, si vous voulez, pour la perforation. À droite, on voit la poinçonneuse qui fait qu'on peut aller poinçonner dans le trou qui perforera la carte au-dessus. Et sur cette carte, il y a des données. Par exemple, il y a une tête d'un homme blanc, une tête d'un homme noir, une tête d'un asiatique avec une petite barbiche et une tête d'un indien avec des plumes. Pour les hommes. Puis il y a la même chose
pour les femmes. Ensuite, il y a, par exemple, une autre zone avec C pour catholique, P pour protestant, J pour juif, A pour animiste. Voilà toutes des données de religion. Ainsi, si l'on fait un trou dans la tête de l'homme blanc, ben on sait que cet homme est un homme blanc, peut-être de 42 ans, qu'il est protestant et qu'il est d'origine allemande. Voilà, donc avec une carte, on peut avoir toute l'information rapidement. Une personne peut perforer ainsi jusqu'à 1000 cartes en une journée. On prend le paquet de cartes et on le glisse vers la deuxième zone qui est ici en dessous. Nous avons ce que j'appellerais un gaufrier, la partie que l'on voit là, que l'on va soulever, on le voit là derrière. Quand on tire vers soi, on soulève le gaufrier, on glisse la carte perforée dedans, et quand on ferme le gaufrier, il y a des petites tiges métalliques qui vont glisser, descendre tout doucement vers la carte. Donc en une fois, tous les cadrans liés à la zone perforée vont tous avancer de 1 selon les cartes. Ainsi, après 1000 personnes, car la machine permet de compter jusqu'à 1000 personnes à la fois, on peut regarder la machine et dire dans cette zone, ou dans ces 1000 personnes, il y a autant d'hommes blancs, autant d'hommes noirs, autant de femmes jaunes, autant de femmes rouges. Vous voyez, on peut ainsi, autant de chrétiens, de musulmans, de juifs, n'importe, on peut ainsi avoir les données statistiques générales pour une zone donnée ou pour une population. À la fin, quand on a fait les 1000, on reprend quand même un document et on note les moyennes qui sont écrites, et tout à la fin du travail, on va rassembler ces paquets de 1000, si vous voulez, pour avoir la donnée statistique finale. L'étape suivante est la mécanisation à grande échelle pour les secteurs publics, par exemple le service des pensions, mais aussi privés, tels que les banques, les assurances, etc. Pour ce faire, on a créé des ateliers de mécanographie, qui fut en service jusqu'à l'émergence de l'informatique dans les années 60. Le but de la mécanographie est de traiter un certain nombre d'informations en un minimum de temps selon un algorithme donné, de A à Z par exemple. Pour ce faire, un atelier était composé de plusieurs machines volumineuses et extrêmement bruyantes, une poinçonneuse manuelle comme on l'a vu précédemment, ou une perforatrice avec un clavier afin de perforer les cartes. Ces dernières étant visitées pour ne pas se tromper de sens d'insertion. Comme on peut le voir, elles sont incompréhensibles avec l'œil humain. Comme un programme informatique aux profanes de nos jours, il faut donc une traductrice qui va écrire ce que la carte veut dire en langage humain. Dans notre exemple, il est écrit « Passion jeux vidéo TV est au Computer Museum NEMP IP ». Une trieuse qui va classer les cartes selon l'algorithme voulu. Une interclasseuse pour affiner le triage, ainsi qu'une tabulatrice. Alors ici, nous avons l'interclasseuse. L'interclasseuse permet de fusionner les deux fichiers, donc de les interclasser. Donc je vais mettre les deux fichiers. Un fichier dans la machine et le deuxième fichier au-dessus. Voilà, le fichier dans la machine. Donc nous avons le fichier client et le fichier vente, tous les deux classés dans l'ordre logique du numéro de client. Donc la machine avale les cartes et les retrie. Ici, elle ne trie pas exactement parce que nous avons demandé de ne pas trier la carte pour la démonstration de reséparer les deux paquets. La tabulatrice sert à quoi? Elle sert à imprimer l'information finale. Elle a un programme. Ici, on appelle un programme spaghetti. Donc c'est un programme câblé. C'est l'algorithme, si vous voulez, qui gère, qui donne les instructions à la machine. Et chaque trou, est relié à un relais électrique qui est là. Ce relais est comparé à un bit. C'est un interrupteur allumé ou éteint. Un ensemble de bits permet de gérer une des fonctionnalités de la machine. Donc le programme se fait à la main. Il faut imaginer à l'époque, l'informaticien de cette époque-là, c'était devait être des bêtes des technologies, parce qu'il devait connaître autant le hardware que le software. Parce que s'il y avait un relais qui pétait, il devait tout de suite comprendre d'où cela venait. Il y a 80 rouleaux car il y a 80 colonnes, vous vous rappelez dans la carte, et un rouleau encreur qui est ici. Ensuite, elle va lire les cartes et traiter l'information. Je lance la machine. Et voilà. Ici, nous avons imprimé un texte simple. Voilà.
mais nous pourrions aussi traiter des données sur donc, cette machine. Ce qui est beau aussi, c'est d'entendre le bruit des machines. Ça se remet dans le contexte du travail de l'époque. Les gens qui travaillaient avec 20 interclasseuses dans la même local, ça devait faire une cacophonie de fou. Et surtout qu'à l'époque, pour faire le travail que fait un ordinateur aujourd'hui, il fallait donc 20, plus ou moins 85 machines. Ça prenait un étage complet d'un building, voire deux. Les cartes perforées disparaissent quand? Dans les années 70. Quand apparaissent les mini-ordinateurs à des prix abordables et surtout les micro-ordinateurs. L'ordinateur de bureau verra vraiment la disparition totale en 1970 de la mécanographie qui n'aura plus aucun intérêt à ce moment-là. Les Belges ont reçu leur pension sur carte perforée jusqu'au milieu des années 1990. Le système était tellement lourd à changer dans la loi, dans la législation, qu'il est resté aussi tard. Et c'est seulement en 1995 que la CGER va informatiser le traitement des pensions.